Je sais pas, en fait, de faire cette formation d'art-thérapeute, c'est vraiment quelque chose qui nous remue assez profondément aussi. On est, comme toutes les formations en psychologie, on doit nous-mêmes se traiter d'abord pour savoir comment on réagit à ce type d'activité. Et donc, ça a fait bouger aussi beaucoup de choses personnellement. Je suis toujours dans une période en fait où justement je pense que toute ma vie, en fin de compte, je me remettrai en question probablement. C'est comme ça, ma foi. Hello, c'est Laurent. Et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle de Magali Cocher. Très rapidement, il était clair qu'elle devait être ma première invitée. D'abord, parce que c'est une artiste, et ensuite parce qu'elle est l'incarnation de la gentillesse. Quand je lance un nouveau projet, j'ai besoin de me rassurer et de me placer dans un environnement paisible et stimulant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un beau matin de novembre dans l'atelier de Magali pour enregistrer le tout premier épisode de mon nouveau podcast. Bienvenue au cœur de la création. Magali est aussi une collègue de travail. Je la croise presque tous les jours sans vraiment la connaître, sans savoir ce qui fait tourner son monde. Mais avant de plonger dans son art, je devais à tout prix lui poser une question. Est-ce qu'il t'arrive des fois de montrer ta colère ? Malheureusement, oui, mais c'est surtout lorsque je suis derrière un volant d'une voiture. Et là, j'ai remarqué que j'arrivais pas à garder mon calme très facilement. Oui, dans l'habitat clos de la voiture, j'ai tendance à perdre patience très rapidement et à exprimer, alors vraiment d'une façon très virulente, mon mécontentement. Voilà. Donc, mais sinon, il y a peu d'occasions où effectivement je montre ma colère, sauf quand on me pousse à bout. Il faut déjà y aller, en effet. D'accord, donc ça éclate au bout d'un moment, mais tu as quand même un seuil de tolérance très élevé. Oui, c'est vrai. J'ai quand même un seuil. Oui, d'habitude, j'essaie de jamais projeter trop ma mauvaise humeur sur les autres. Oui. Ok, non, je pense que c'est une grande qualité. Et de nos jours, on a un petit peu tendance à dire, ouais, elle est gentille, en dénigrant la personne. Mais je pense que c'est une vraie qualité et pas un défaut. Oui, c'est vrai que c'est souvent été perçu comme quelque chose de péjoratif dans mon entourage. Du moins, j'ai l'impression. On m'a souvent dit que j'étais trop gentille, que je me faisais marcher dessus. Ça, c'est certainement vrai, mais en même temps, voilà, c'est une façon d'être. Je peux pas, ma foi, changer ma façon d'être. Ouais. C'est comme ça. J'essaie juste de mettre des limites. Parce qu'il y a un moment dans ta jeunesse où tu t'es dit, non, là, c'est aller trop loin. Je me suis fait avoir, ou bien on a profité de moi. Oui, ça m'est souvent arrivé, effectivement. Notamment à l'âge de l'adolescence. Avant, peut-être, je m'en rendais pas vraiment compte, mais c'est vrai que dans ma jeunesse, j'avais une vie de famille qui était particulière, donc assez rapidement, ces histoires d'autodéfense ou disons de limites ont dû être réfléchies et discutées. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on se rend pas compte non plus vis-à-vis de ses parents jusqu'où on peut aller, les croire, les aimer, etc. Donc ça, c'est toujours une question à laquelle je pense. Encore aujourd'hui, effectivement, je me remets toujours je ne cesse jamais, disons, de me remettre en question, de revisiter cette période-là. Et il y a encore du travail, je pense. En tout cas, c'est important d'avoir ce recul et puis de pouvoir se rappeler comment on était et puis aussi de voir l'évolution. Et oui, là, dans ce cadre-là, effectivement, le fait d'avoir fait cette formation d'art-thérapie m'a beaucoup aidé, effectivement, à remettre les choses à leur bonne place. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer aussi et d'acquérir un peu plus de maturité. C'est vrai, j'ai toujours l'impression, en fait, d'être un peu immature. Enfin, disons, c'est ce que il me semblait que ça ressortait dans mes relations avec les gens en amitié ou voilà ce qu'on me disait. Et bon, voilà, j'avais besoin vraiment de me confronter à cette question. Pourquoi ? Il y avait beaucoup de pourquoi dans toute cette histoire. Ouais. On va revenir à l'art-thérapie un petit peu plus tard, mais là, je vais te ramener loin en arrière, à tes 10 ans. Oula.
Et juste pour savoir comment était la petite Magali, est-ce qu'il y avait déjà cette attirance pour le côté créatif, pour le dessin ou peut-être le bricolage en général? Oui, alors bien sûr, il y avait... depuis toute petite, je dessinais partout. Je dessinais sur les murs, je dessinais tout le temps. C'était ma façon de m'exprimer. J'aimais bien ça. À l'école, j'étais connue pour celle qui faisait des petits chevaux dans tous les coins. Et puis, j'adorais en fait le dessin. J'avais un oncle qui dessinait très très bien. Et je l'admirais beaucoup. Chaque fois que j'allais le voir, je lui demandais de me montrer comment dessiner telle et telle chose, etc. Mais paradoxalement, j'ai jamais pris de cours de dessin. Ça, c'était quelque chose dans la famille. On prenait pas de cours, ni d'équitation, ni de musique, ni de dessin, malheureusement. Avec le recul, je regrette. J'aurais dû demander, insister, beaucoup, jusqu'à ce que j'obtienne un cours de dessin. Mais non, du coup, j'ai pas eu. Alors, j'ai toujours fait ça comme ça. Et puis, c'est resté mon moyen privilégié de m'exprimer. Tu disais que vous aviez pas vraiment l'habitude de prendre des cours parce que c'était des compétences, des talents qui n'étaient pas vraiment valorisés, ou bien pourquoi est-ce que... Oui, il y avait toujours l'aspect financier, évidemment, mais mes parents ne manquaient pas d'argent, mais disons qu'ils étaient économes. Enfin, ils comptaient quand même leur revenu. Et puis, effectivement, il y avait oui, je sais pas vraiment, c'était une sorte de dynamique familiale. Les violons d'Ingres ou les passions, tout ça devait rester quand même assez intériorisé. Ça prenait pas beaucoup de place dans la vie de famille, et puis on n'accordait pas beaucoup de place. Le dessin, en plus, c'était pas quelque chose qui était valorisé dans la famille. Comme beaucoup de gens à cette époque, quand on est enfant et qu'on aime dessiner, on a souvent des parents qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? T'arriveras jamais à gagner ta vie. S'il te plaît, tourne-toi vers des choses un petit peu plus raisonnables. » Et voilà, on était totalement dans ce mouvement-là, en fait. Oui. Tu m'as dit aussi que tu as une sœur plus âgée. Est-ce que le fait d'avoir une grande sœur, est-ce que ça t'a guidé dans une certaine voie, ou bien est-ce que, au contraire, tu as voulu faire autre chose qu'elle? Oui, ma sœur avait 5 ans de plus que moi. Malheureusement, c'était un peu beaucoup. Je sais que quand j'étais toute petite, elle s'occupait beaucoup de moi. Mais après, effectivement, quand j'étais en âge de jouer avec elle, disons, elle était déjà adolescente, elle avait ses amis, ses histoires de cœur surtout. Et puis, on était très différentes, assez opposées en fait au niveau caractère. Elle était aussi extravertie que moi, j'étais introvertie. Ce qui fait qu'effectivement, finalement, on partageait pas grand-chose à l'âge où j'avais mes 10 ans, justement. Et puis, voilà, moi, je m'intéressais beaucoup à la culture ou à l'histoire ou des choses comme ça. Elle avait vraiment un besoin de vivre, de sortir, de vivre des aventures. Ce qui fait qu'on partageait pas grand-chose à ce moment-là, malheureusement. J'avais évoqué les 10 ans parce que à 10 ans, tu avais reçu un cadeau particulier de ta tante. Ah. Peut-être que j'ai l'impression que ça a déclenché quelque chose en toi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Ah oui, c'est vrai. Il y avait l'histoire du cadeau de tante Sonia. Donc, c'était la marraine de ma sœur, en fait. Et puis, on la voyait pas très, très souvent. Mais tante Sonia, c'était quelqu'un de très chaleureux, très ouvert. Et puis, elle faisait de la peinture sur porcelaine. J'aimais beaucoup la voir. Bon, elle m'a jamais donné de cours à ce niveau-là. Mais tout d'un coup, elle nous a envoyé, à ma sœur et à moi, un petit miroir pour Noël. C'était un miroir fait avec 4 ou 5 pièces en vitrail Tiffany. Et je connaissais pas du tout, évidemment, ça à l'époque. Quand j'ai vu ce miroir, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai toujours gardé avec moi. Et je me suis toujours posé la question depuis, comment est-ce qu'on faisait ça? Quel était le secret de fabrication? Est-ce que moi, un jour, je pourrais faire ça aussi? Et ça, je me souviens très bien. Dès le début, je me suis posé cette question. Et ça m'a plus quittée, en fait. Ouais. Bon, après, c'était quelque chose qu'on trouvait
pas du tout par ici. Donc voilà, c'est peut-être 10 ans après seulement que j'ai pu voir enfin qu'est-ce que c'était comme technique et puis comment est-ce que je pouvais, moi, m'initier à ça. Mais d'ailleurs, tu l'as toujours gardé, tu l'as toujours dans ton atelier. Oui, il est toujours là, c'est vrai. Oui. Je l'aime bien. C'est mon vitrail fétiche. C'est un petit peu comment ça s'appelle, la mascotte de l'atelier, évidemment. Et puis c'est vrai que je le garde, je le trouve toujours beau, je le montre toujours à mes élèves comme étant une possibilité de faire quelque chose facilement. Est-ce qu'inconsciemment, c'était ta boussole pour savoir dans quelle direction tu devais aller? C'est vrai. Mais après, alors il a fallu quand même attendre très longtemps pour pouvoir voir de quoi il s'agissait. Hein. C'était seulement lorsque j'ai été à l'université, en fin de compte, à cette époque, je travaillais chez un restaurateur de peinture murale, Joseph Trinka, à Lausanne. J'étais sa comptable et puis j'insistais de temps en temps pour être sa stagiaire aussi. Donc là, j'avais eu l'occasion justement d'aller pouvoir l'aider à repeindre les singes du château de Lutry. C'est moi, le Laurent de maintenant, enfin celui d'après l'interview. Je fais une petite parenthèse pour t'expliquer cette histoire de singe. Souvent, les habitants des villages en Suisse héritent d'un surnom. Les habitants de Lutry, une charmante bourgade du canton de Vaud, s'appellent officiellement les Lutriens. Mais on les surnomme aussi les singes. Cet animal se retrouve d'ailleurs représenté sous plusieurs formes sur de nombreux bâtiments du village. Et quand on était justement là-bas, on se baladait à travers le village et tout d'un coup, je tombe sur cet atelier de vitrail Tiffany qui était là donc depuis plusieurs années. J'ignorais complètement son existence et c'est là que, enfin, je vois ce type d'objet justement, enfin accessible. Des cours, elle proposait des ateliers. Je me suis immédiatement inscrite effectivement là, alors que j'avais des collègues qui me disaient mais c'est kitsch. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce type de choses? C'est étrange. Mais voilà, c'était la technique qui m'intéressait en fait. Après, on en fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire des choses kitsch. On peut, voilà. Enfin, ce problème-là m'a jamais arrêté très longtemps en fait. Je me suis toujours dit que moi, je ferais autre chose, je ferais ce qui me plaît. Et puis voilà. Donc j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'entrer dans cet atelier et de tout de suite m'inscrire pour commencer à travailler. Et juste pour revenir un petit peu en arrière, tu peux nous expliquer un peu la technique Tiffany? La technique Tiffany, c'est une technique simplifiée pour faire du vitrail. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps. C'est la technique des lampes, en fait, pour travailler en 3 dimensions. À l'époque, Louis Comfort Tiffany avait un énorme atelier de verrier avec plusieurs centaines d'employés. Il fallait qu'il trouve quelque chose pour utiliser justement ces fragments de verre qu'il utilisait pour ses grands vitraux. Et puis, alors du coup, il a mis au point cette technique pour les abat-jours de lampes. Et la particularité, simplement, c'est que on coupe le verre, normalement, et puis on doit l'entourer avec un ruban de cuivre autocollant. Mais pour ce faire, justement, on est obligé de poncer chaque pièce afin que le ruban ne se déchire pas lorsqu'on le colle sur la tranche. Et donc, de cette manière-là, étant donné qu'on doit poncer toutes nos pièces, on n'est plus obligé d'être des professionnels de la découpe du verre, parce qu'on peut récupérer tous les défauts de coupe avec le ponçage. Ça rajoute une étape très longue, en fait, au travail, mais néanmoins, ça permet vraiment de commencer des cours d'initiation, disons. S'initier au vitrail avec le Tiffany, c'est beaucoup plus simple qu'avec le vitrail traditionnel. C'est pour ça que, très rapidement, j'ai eu envie aussi de donner des cours. J'ai monté mon atelier à Vevey, et puis j'ai essayé de me lancer, justement, donner des cours, réalisation, cours, etc. Je m'imaginais déjà un avenir grandiose en tant qu'indépendante dans le vitrail. C'était en premier l'attrait pour la matière, pour le verre qui était très présent dès le début. Oui, le verre, c'est vrai. Surtout la matière, la façon d'assembler les choses. L'attrait pour le verre est venu après, en fait. C'est vrai que je trouvais les verres très beaux.
ce petit miroir que j'avais reçu à 10 ans, justement, il comportait des verres irisés que j'avais jamais vus auparavant. Donc là, effectivement, je les ai tout de suite recherchés, je les ai trouvés. Il y avait beaucoup de choses. Effectivement, après, c'est venu plus l'attrait pour le verre, pour la lumière changeante, les transparences, tout ce côté, justement, évidemment, enchanteur du verre. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui après, a nourri beaucoup cette passion. Donc, qui m'a plus quittée. J'ai continué à faire du vitrail Tiffany jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est encore ça que je trouve intéressant de partager avec les gens. Le verre ne laisse jamais indifférent. Soit les gens ne l'aiment pas, parce je sais pas, ils l'estiment dangereux, ou le côté froid, rigide, lisse, trop lisse peut-être, oui. Et, soit alors les gens sont effectivement touchés par ce côté changeant, ou de réflexion, ou voilà, ce côté vivant en fait du verre qui change tout le temps en fonction de la lumière du jour. Et puis, alors là, on peut partager beaucoup de choses en fait avec les gens. C'est intéressant de voir justement comment ça touche les personnes en fait, le verre. Mais c'est jamais anodin en fait. Au moment où tu fais cette découverte du vitrail, tu es encore à l'université, donc tu es en histoire de l'art. Est-ce que tu avais une envie de faire de ta passion, du côté créatif, ton métier? Ou bien est-ce que tu t'es toujours dit, ça je mets de côté, je ferai ça en parallèle? Alors, tout de suite, pas, effectivement. J'étais trop exaltée à découvrir tout ça. J'ai commencé à faire des cours. Je me suis formée donc à la chose. Et puis, j'ai eu de la chance parce que c'était justement l'époque où tout d'un coup, Lausanne redécouvrait ses vitraux art nouveau. C'était Lausanne in vitro. Je ne sais plus en quelle année c'était exactement. Il y a eu une grande exposition, en fait. Et tout d'un coup, justement, en histoire de l'art, on s'est intéressé aux vitraux. J'ai eu accès donc au vitromusée à Romont. Je ne connaissais pas son existence auparavant. Et du coup, j'ai pu justement orienter toutes mes études de ce côté-là et me former aussi là-bas au vitromusée et au vitrocentre, où il y a vraiment une documentation très développée. Et donc, du coup, justement, j'ai réorienté en fait toutes mes études en fonction de ça. Mais ça restait effectivement du côté théorique. Donc, pour l'instant, je me documentais, je m'informais sur toutes les époques, le vitrail dans l'histoire, etc. Ça m'a beaucoup intéressée. Mais par contre, alors le côté pratique, effectivement, restait en rade. J'avais juste mon petit atelier chez moi et je savais pas quoi faire, effectivement, avec cette activité, mais j'avais fortement envie, effectivement, de développer. Malheureusement, à la fin de mes études d'histoire de l'art, j'étais trop âgée pour continuer encore des formations. J'ai essayé de me former, de me présenter, disons, chez des maîtres verriers. Mais c'était difficile, ils ne prenaient pas facilement des apprentis. Il fallait compter encore 4 ou 5 ans de formation. Donc j'ai renoncé et je me suis simplement formée justement chez cette Marie-Jeanne Auberson, cette dame qui avait cet atelier de Tiffany à Lutry. Elle proposait des cours, ça allait assez vite avec elle, disons. C'était pas une formation professionnelle, c'était de l'ordre des loisirs, des loisirs créatifs. Mais assez rapidement, j'ai pu travailler aussi un petit peu chez elle. Après, donc, quand on se formait chez elle, c'était genre un atelier d'introduction au vitrail. Et puis après, on pouvait tout de suite s'inscrire pour faire une lampe Tiffany à je sais pas combien de centaines de pièces. Donc après avoir fait sa lampe, on était formés, ça c'est certain. Oui, et alors du coup, après, elle m'a engagée pour travailler de temps en temps chez elle. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Tu as commencé par donner des cours, mais tu avais également des clients parallèles? J'avais quelques clients, oui, c'est vrai que j'arrivais à convaincre 2-3 personnes de me commander des vitraux. Mais là, assez rapidement, il y a eu quelques écueils. En fait, je me suis rendu compte que psychologiquement, j'étais pas prête à faire ce type d'activité. Je sais pas, ça a toujours été un peu un problème quand j'avais des clients qui me commandaient des vitraux. À partir du moment où je devais passer à la réalisation, j'avais vraiment des problèmes à
respecter mes engagements. J'avais tendance à me rebeller en fait contre les clients. Et puis ça a été évidemment un problème. J'avais du retard dans mes réalisations, je traînais la patte. Alors j'ai dû aller... évidemment, je me suis posé la question pourquoi il y avait ce type de réaction. Et puis en allant donc chez des professionnels, j'ai réalisé que je pouvais pas faire ça en tant que professionnelle en fait. En tout cas, j'avais besoin dans l'immédiat, c'était pas possible. Il me fallait du temps pour régler ce problème-là. Donc du coup, j'ai arrêté de faire des réalisations et puis je m'en suis tenue au cours, qui était bien plus gratifiant pour moi en fait. Mais qu'est-ce qui te freinait dans le travail avec les clients? C'était le fait d'avoir un cahier des charges très précis ou de devoir respecter des délais? Peut-être un manque de liberté? Est-ce que tu arrives à préciser ce qui coinçait un peu? C'est longtemps resté assez flou en effet, mais oui, c'était effectivement le manque de liberté. Je me sentais contrainte. Et puis en fait, le problème, c'est que le vitrail, c'était vraiment une passion chez moi. Je l'utilisais comme exutoire pour toutes mes émotions. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui m'appartenait trop en propre. J'avais pas envie de le partager complètement. Et quand j'avais justement des clients qui venaient me dire « mais j'aimerais plutôt cette couleur-là, faites pas comme ci, faites comme ça », j'avais vraiment l'impression qu'ils m'agressaient en fin de compte dans mon intimité. Et ça jouait pas. Une sorte d'attaque personnelle. C'était comme, oui, je le considérais comme une attaque. Et puis j'avais juste envie de leur dire « mais non, mais écoutez, non, débrouillez-vous. Moi, je fais comme je veux. Donc, c'est mon travail, c'est à moi. » Et je pense comme pas mal d'artistes, justement, quand ils ont de la peine après à vendre leur œuvre ou à se séparer, en fait, de ce qu'ils font, quand on est un petit peu trop relié émotionnellement à ce qu'on fait, c'est des fois difficile, effectivement. Alors là, j'étais en plein dedans. J'ai jamais réussi à prendre vraiment distance par rapport à ça. Et j'ai vite compris que c'était impossible d'en faire une profession. Donc, à ce moment-là, tu t'es surtout concentré sur les cours. Oui. C'était des cours plutôt pour quel type de public? Des enfants, des adultes? Alors, adultes plutôt, parce qu'effectivement, avec le vitrail, on travaille avec du plomb, avec des fers à souder, des choses qui coupent. Donc, pour les enfants, ça me paraissait pas propice. Donc, je me suis consacrée plutôt aux adultes. Et alors, oui, il y a eu pas mal de gens qui sont venus en fait à l'atelier. Finalement, je faisais plus de publicité, les gens venaient comme ça. J'ai jamais gagné ma vie avec ça. Il faut pas croire qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient chez moi, mais disons, il y avait des gens qui venaient spontanément sans que j'aie besoin de faire de publicité autour de moi. Donc, ça me suffisait finalement. Comme ça, je me sentais pas envahie, j'avais mon espace et je pouvais expliquer, partager ma passion. C'était enrichissant. J'ai toujours trouvé très enrichissant d'avoir des gens autour de moi qui créaient aussi et puis qui me partageaient un peu aussi justement de leur enthousiasme pour cette façon de faire en fait, cette technique. Oui. Et à côté de ton atelier, tu as toujours conservé un travail fixe pour pouvoir un peu payer tes factures? Oui, malheureusement, c'est vrai. Quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai travaillé un peu comme historienne de l'art, mais c'était toujours des mandats, donc ça ne durait pas vraiment très très longtemps. Et à un moment donné, j'avais tout lâché, effectivement, pour développer cette activité vitrail. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve un travail. Et je crois que c'est à ce moment-là, en fait, que mon père a fait un problème cardiaque. Et puis, du coup, il avait besoin d'aide au travail. Il était indépendant, il travaillait avec son frère et son père dans une entreprise de transport, mazout, ramassage des déchets ménagers, etc. Donc, on était dans les transports, les camions. C'était un tout autre, évidemment, environnement. Mais je suis allée travailler, en fait, avec lui. Et puis, j'y suis restée longtemps. Donc, au début, c'était 30%, après 50%, et puis finalement, c'était à 100%. Donc, effectivement, pour le vitrail, il n'y avait plus beaucoup de place. Je voyais les gens le soir. Il fallait vraiment avoir une bonne discipline pour
2-3 fois par semaine, être disponible tout le temps pour les gens qui venaient à l'atelier. Donc tout ça dépendait un petit peu en fonction des périodes, quand il y avait du monde, quand j'étais un petit peu moins disponible. Après, j'ai commencé à partager l'atelier. C'était pas toujours facile. Et puis, à un moment donné, pendant longtemps, ça a très bien fonctionné. Tout d'un coup, j'en pouvais plus. J'ai fermé l'atelier, j'ai voulu arrêter le tout. Et puis là, j'ai une amie, Déborah Grosjean, qui est venue me dire qu'elle venait d'ouvrir, elle venait de terminer l'école de vitrail à Montaix, et qu'elle avait un atelier à Vevey, que si je voulais, je pouvais louer une place chez elle. Alors, du coup, à la place de jeter toutes mes affaires, comme j'en avais l'intention, j'ai déposé le tout sur une table dans son atelier. Et puis, du coup, je suis restée là-bas. Et j'ai continué, en fait, à pratiquer. Tu disais que dans l'atelier précédent, tu as dû partager, puis ça s'est mal passé. C'est le fait de partager ton atelier qui, tout à coup, tu devais partager ton espace personnel qui t'a posé problème, ou bien? Ouais, c'était plutôt le problème des limites, en fait. Je posais pas très bien les limites. Je me laissais un petit peu... voilà, à un moment donné, les choses n'étaient pas claires et il fallait trancher, en fait. Et comme j'avais quelques difficultés à exprimer forcément mes besoins, etc. Eh bien, finalement, la seule ressource que j'ai eue, c'était de dire non, stop, j'arrête, là, maintenant, c'est trop. Mais c'était quand même après plusieurs années où il me semble, accepté pas mal de choses, disons. Voilà, mais après, c'est toujours une question de perception personnelle, hein, on est d'accord. Alors, dans ce nouvel atelier, tu as pu partager avec un petit peu plus de sérénité. Alors. Oui, là, les choses étaient très claires. J'avais juste une table, je payais mon loyer, j'avais mon espace, et puis Déborah, à côté, faisait la même chose que moi. Elle avait donc une activité vitrail. C'était la première fois que je partageais avec quelqu'un qui faisait la même chose. Elle avait une autre technique, elle faisait du vitrail traditionnel, mais disons que voilà, on pouvait échanger, c'était très enrichissant. En revanche, assez rapidement, après, elle a fondé une famille, fait des enfants, et donc le vitrail, ça lui convenait plus parce que justement, il y avait trop de contact avec des produits malsains. Étant donné qu'elle avait une formation d'infirmière à la base, elle était très branchée justement sur attention, pas se mettre en danger, etc. Donc elle a arrêté de faire du vitrail, gardé l'atelier toujours pendant des années, mais néanmoins elle pratiquait plus. Donc peu à peu, je suis restée dans l'atelier. J'avoue m'être un peu étalée. Pour tout dire, en fin de compte, en quelques années, je crois que j'avais investi presque la totalité de l'atelier. Et voilà. Après, il y a eu d'autres collaborateurs aussi qui sont venus pour partager avec moi l'atelier. Mais en fin de compte, je m'étais pas mal installée aussi dans cet atelier-là. Il était très beau, c'était un ancien appartement, c'était très clair, c'était parfait pour le vitrail, vraiment. On était bien. C'était une belle période. On a évoqué un petit peu plus tôt le côté art-thérapie. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait la transition vers l'art-thérapie ? Est-ce que ça s'est fait en parallèle ? Est-ce que tu as fait les deux avec les cours ? Oui, pour l'art-thérapie, alors ça c'est venu sur le tard un petit peu, effectivement. Comme je travaillais donc à plein temps en tant qu'employée de commerce finalement dans l'entreprise familiale, tout d'un coup, mon oncle arrivait à l'âge de la retraite et puis... je savais que ça allait bientôt s'arrêter finalement. Il en parlait de vendre l'entreprise, donc voilà. Pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir revenir en fait à mes amours premiers. Donc l'histoire de l'art aussi. Toutefois, le problème, c'est que j'avais pas travaillé en tant qu'historienne de l'art depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais plus tellement de connexion avec ce monde-là. Je connaissais personne. Donc c'est assez difficile. Enfin, je me sentais pas trop légitime en fait là-dedans. Et donc j'ai cherché quelque chose d'autre. Et comme j'avais toujours l'atelier à disposition et cette envie de partager, et puis que en fait j'étais tout le temps
en train de me remettre en question, d'essayer toujours d'éclaircir un petit peu mon chemin personnel, psychologiquement parlant. Ça m'est venu naturellement l'idée de faire de l'art-thérapie. Et j'ai donc commencé l'école Créavie qui se trouvait à Lutry à cette époque. Malheureusement, l'école a fait faillite assez rapidement. Donc, je suis passée à la HES à Lausanne et j'ai fini cette formation d'art-thérapeute il y a peu de temps finalement. Mais voilà, c'est fait. Je suis art-thérapeute à présent avec une spécialisation dans le vitrail. Donc, je peux maintenant partager d'une autre manière cette passion qu'est le vitrail à travers justement quelque chose d'un petit peu plus profond et plus intime. Donc, tu as l'impression d'avoir trouvé un petit peu quelque chose qui te correspond mieux par rapport à ta manière de fonctionner, de partager quelque chose finalement. Je sais pas, en fait, de faire cette formation d'art-thérapeute, c'est vraiment quelque chose qui nous remue assez profondément aussi. On est, comme toutes les formations en psychologie, on doit nous-mêmes se traiter d'abord pour savoir comment on réagit à ce type d'activité. Et donc, ça a fait bouger aussi beaucoup de choses personnellement. Je suis toujours dans une période, en fait, où justement, je pense que toute ma vie, en fin de compte, je me remettrai en question, probablement. C'est comme ça, ma foi. Mais effectivement, oui, ça fait bouger beaucoup de choses. Je me positionne différemment aussi. Je dois apprendre maintenant, en fait, à différencier juste les ateliers de vitro de l'art-thérapie. J'ai pas l'intention non plus de faire de l'art-thérapie qu'avec le vitrail. C'est avec beaucoup d'autres choses, la peinture, le dessin, etc. Donc, il faut que je me diversifie un petit peu. C'est une autre approche, effectivement. Comme cette année, j'ai déménagé l'atelier. Maintenant, je dois me réapproprier, en fait, un nouvel espace. Et puis, je sais pas encore quelle sera la place de l'art-thérapie dans tout ça. Il faut que ça se construise, en fait. C'est justement maintenant que ça se fait, en fait. Je vais maintenant construire cette nouvelle activité. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien la développer, j'aimerais bien que ça prenne plus de place dans ma vie. Et voilà, c'est un joli projet, en fait, pour les prochaines années. Du coup, comment se passe une séance d'art-thérapie ? Comment tu vas intervenir, puis vers quelle personne ? Comment est-ce que tu vas travailler avec une personne qui se présente pour de l'art-thérapie ? Je pense qu'il y a des cas très variés, mais... Oui, après, ça dépend beaucoup dans quel cadre on travaille, évidemment. Ici, en tant qu'art-thérapeute indépendante, avec mon atelier, j'attends que les gens se présentent, évidemment. Les gens viennent vers moi et puis on va d'abord discuter pour définir qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une telle démarche et qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler. Et puis ensuite, on va, en fonction de ce qu'ils me disent, effectivement, je vais leur proposer en fait des activités, des choses à faire. Et puis là, c'est un petit peu à moi de voir en fait ce qu'ils aiment, où est-ce qu'ils ont une sensibilité plus développée. Qu'est-ce qui va leur apporter, les mettre plus en connexion avec eux-mêmes, en fait. Et avec le verre, en fait, en particulier, avec le verre, il y a beaucoup de choses à faire. On peut travailler sur justement cette matière, en fait, qui est très forte, résistante, mais transparente en même temps. Elle protège, mais elle est fragile, elle peut devenir dangereuse aussi. Et puis après, il y a toute la technique Tiffany aussi, qui peut apporter quelque chose. Moi, j'ai réalisé, en fait, justement pendant ma formation, que cette technique Tiffany, elle me travaille, en fait, au corps quand je pratique de plusieurs manières. Mais chez moi, c'est notamment, en fait, le ponçage qui est intéressant. Étant donné, justement, qu'on doit poncer toutes nos pièces, on les arrondit un petit peu, aussi. C'est pour ça que le Tiffany, c'est souvent très rond, les pièces. Évidemment, avec le ponçage, on a tendance à tout arrondir. Et puis, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, il y avait toute cette activité d'arrondir les angles
qui me parle beaucoup, en fait, effectivement, par rapport à ma problématique personnelle. Quand j'étais petite, avec mes parents, etc., j'avais une mère donc, qui était un peu dépressive, un peu aussi à tendance perverse. Et il fallait beaucoup arrondir les angles, en fait, pour pas la fâcher. Donc, toute cette façon d'être, en fait, un petit peu en retrait, où on reste... on ne veut pas gêner les autres, on reste toujours dans une attitude aussi qui vise à soulager l'autre, à l'aider, ou à pas s'imposer, disons, à respecter sa souffrance, etc. Tout ça, ça me vient en fait de mon enfance, évidemment. Et le fait justement d'avoir cette activité de ponçage m'a aidé en fait à prendre conscience de tout ça aussi. Donc voilà, effectivement, dans une activité artistique, on est toujours en lien avec son intériorité et on va toujours exprimer quelque chose de soi, de sa problématique personnelle. Donc il s'agit juste de la trouver, de trouver la bonne expression qui nous correspond. Et puis après, de pouvoir en parler avec quelqu'un. Parce que de faire, oui, effectivement, ça va nous aider, ça va nous soulager, on va se sentir bien. Mais après, c'est toute la question de la réflexivité, de pouvoir justement prendre conscience de tout ça, de ce que ça nous amène, de la façon dont ça nous touche. C'est ça qui va faire avancer les personnes, en fait. Nous, on fait rien d'autre en art-thérapie que d'ouvrir des possibilités aux autres pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de leur cheminement, de ce qu'ils peuvent faire pour arranger les choses et trouver leur voie, en fait. Ça vient toujours d'eux-mêmes. On ne doit jamais rien leur imposer, on ne doit rien leur suggérer, ça doit toujours venir naturellement. D'accord, tu leur poses beaucoup de questions, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire ou bien tu les orientes, comment tu fonctionnes? Voilà, on peut les orienter, on leur pose des questions, il faut que ça vienne d'eux-mêmes en fait, toujours. Oui. C'est pour ça que l'art-thérapie c'est quelque chose de très doux, pas forcément considéré du coup comme une thérapie justement, vraiment soit c'est plutôt quelque chose de considéré comme du bien-être, en tout cas pour l'instant. Mais c'est très efficace justement et pour beaucoup de gens c'est vrai que franchement ça peut apporter énormément de choses, oui. Donc moi j'y crois vraiment beaucoup, je trouve que c'est une façon de faire qui est vraiment très très intéressante et puis qui peut vraiment aider les gens à développer ou à exprimer leur problématique intérieure. Est-ce que tu as, parmi les personnes que tu as aidées, est-ce que tu as senti parfois des réactions très, pas violentes, mais dans le sens très, très explicite? Est-ce que tout à coup, tu as senti que tu avais libéré quelque chose en elle? C'est assez intérieur. C'est vrai qu'il y a des fois des choses, tout s'aligne, effectivement. La personne fait quelque chose. Après, quand elle en parle, tout d'un coup, ça paraît limpide, tout d'un coup. Hop, on peut faire des liens avec beaucoup de choses et tout. À nous, ça nous paraît limpide. À la personne, peut-être pas. On n'a pas le droit de le lui dire, en fait. Il faut vraiment qu'elle se rende compte par elle-même. Donc, c'est toujours un petit peu... Il faut être dans la retenue, en fait, quand on fait l'art-thérapie. Et puis, on n'y va jamais frontalement. On y va toujours par des chemins détournés. Mais oui, effectivement, assez fréquemment, tout d'un coup, ça match, quoi. On se rend compte que ce qui a été dit là, ça vraiment... Par rapport à la problématique de la personne, ça peut aller assez profondément. Donc ça, c'est toujours un bon moment, effectivement. Mais ça peut prendre des mois. Il y a des fois, pendant quelques mois, il se passe rien du tout. Et tout d'un coup, tac, on arrive à un point où il se passe quelque chose. Il faut beaucoup de patience aussi dans cette activité. Donc de la retenue, parce que des fois, tu vois quelque chose qui est évident chez la personne. Oui. Mais tu peux pas lui dire, tu peux pas lui donner quelques indices ou bien l'orienter. C'est pas un peu frustrant des fois, ou bien de... Le problème, c'est que si on l'oriente, effectivement, on va l'orienter. Ça vient du coup pas de... Ça vient pas d'elle. Pas forcément. Puis on n'est jamais sûr, en fait, qu'on est dans la bonne voie. Donc, par exemple, si quelqu'un dessine un soleil, et puis qu'on lui dit, mais ton soleil est magnifique, on sait jamais si peut-être qu'elle exprime une explosion ou quelque chose qui a... Je sais pas. Ça peut être tout autre chose, en fait, vraiment, que ce que nous, on perçoit et ce que nous, on interprète,
on peut être complètement à côté. Et puis le fait d'exprimer un point de vue qui est différent de ce que la personne a en elle, eh bien, ça peut la désorienter, ça peut la bloquer, ou ça peut transformer aussi sa façon de voir les choses. Et c'est jamais positif. Il faut toujours respecter, en fait, vraiment la personne en elle-même. C'est vraiment une approche basée sur l'autre, en fait. Et donc, du coup, moins on en dit, mieux c'est en art-thérapie. Mais il faut quand même pouvoir en parler et laisser la personne s'exprimer. Toujours. C'est vraiment elle qui doit dire les choses. Et c'est là que ça rejoint justement cette façon d'être, de mettre l'autre en avant et de soi-même se mettre un petit peu en recul avec un cadre. Hein. Donc moi, j'ai quand même une fonction, j'ai un cadre à respecter, j'amène quelque chose à l'autre. Donc, j'ai pas l'impression d'être inexistant. Disons, je suis là. Je suis là pour l'autre, mais je le fais d'une façon professionnelle. Et là, enfin, mon rôle est clair, en fait. J'ai enfin un rôle dans ma vie, en fait, qui me paraît légitime, clair, et que je respecte complètement, avec lequel je me trouve en phase. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas eu souvent, en fait, dans ma vie. C'est pour ça que cette profession, je pense que c'est quelque chose qui est bien pour moi et que je vais continuer à développer. Est-ce que tu arrives à travailler en maintenant une saine distance avec les personnes sans que ça te remue trop? Oui, effectivement, en tant que thérapeute, alors ça, tous les thérapeutes vous le diront, c'est vrai qu'il faut toujours garder la distance, jamais s'impliquer soi-même, hein, sinon on fait des projections. Et lors de ma formation, j'y ai pas coupé, hein, j'ai bien projeté, effectivement. Donc j'ai pu voir effectivement qu'est-ce que ça pouvait donner comme résultat dès qu'on projette sa propre problématique sur quelqu'un d'autre. Alors on n'est plus du tout en fait dans un regard neutre, on n'est plus capable de voir l'autre personne avec l'ouverture nécessaire. Donc en tant que thérapeute, on est toujours obligé d'être supervisé. Donc on a toujours nous-mêmes notre propre thérapeute aussi, avec lequel on peut discuter des cas qui nous posent problème, ou avec les problématiques qui nous semblent peu claires, ou peut-être on s'en sort pas, etc. C'est vrai, c'est le problème, effectivement, si on reçoit des gens qui ont une problématique trop proche de la sienne, on a plus tendance justement à projeter, et là ça peut vite devenir dangereux. Donc voilà, toujours supervision, ça c'est obligatoire pour tous les thérapeutes. Ok, alors là, si je te donne une baguette magique et puis tu pourrais avoir ton travail, ta situation professionnelle idéale, est-ce que ça serait ça? Ou simplement d'être payé pour faire de l'art-thérapie? Est-ce que tu aurais besoin d'une autre activité pour équilibrer ça? Oui, il faudrait quand même que j'aie mon atelier personnel pour pouvoir continuer à être créative. C'est pas vraiment que... Oui, c'est juste pour garder l'équilibre, en fin de compte. Quand on fait de l'art-thérapie, il faut vraiment qu'on continue à créer nous-mêmes pour rester toujours en lien avec cette activité. Voilà, ne serait-ce que pour justement toujours rafraîchir aussi notre propre besoin de créer et comprendre ce que ça peut apporter aux autres. Moi, dans la création, en fait, je suis pas une créatrice qui a vraiment des choses à dire. En fait, j'ai pas besoin. Moi, j'ai toujours eu des problèmes personnels pour m'exprimer moi-même. Donc, j'ai pas forcément des choses à dire, mais ce que j'exprime à travers ma création, c'est plutôt un besoin de beauté esthétique, en fait. J'ai toujours fait du vitrail pour rendre la vie plus belle, en fait. Voilà. Donc après, chacun a effectivement son besoin personnel, mais il faut rester toujours en contact avec ça. Donc oui, je pourrais être art-thérapeute à temps plein, tout en ayant à côté mon activité créatrice, et ça m'irait super bien.
En fait, je pense souvent à une amie qui m'a dit que, enfin moi-même, j'ai passé des périodes un petit peu troubles dans ma vie, et puis elle m'a dit, quand ça va mal, je pense que la création est toujours là pour toi. Donc si ça va mal, plonge-toi dans la création. Et c'est vrai, ça m'a toujours aidé à avancer. Tu l'as aussi vécu dans ce sens-là, ouais. Oui, tout à fait. C'était vraiment la bouée de secours, hein, la création. Quand j'étais jeune, voilà, ça m'a un peu sauvée, effectivement. De faire du vitrail comme ça, c'était vraiment une chose dans laquelle je pouvais retrouver ma bulle, je retrouvais mon intégrité un petit peu. J'avais mon but à moi, c'était de créer quelque chose qui allait me faire exister au monde aussi, en fait. Après, il y a cet objet qui existe, c'est un peu étrange, mais en fait, le fait de faire vraiment les choses, c'était vraiment la pulsion de vie, en fait. C'est ce qu'on dit, l'art-thérapie, c'est vraiment ramener chez quelqu'un, quand quelqu'un est en pleine dépression, etc., il a plus cette pulsion de vie, en fait. Et la pulsion créatrice, c'est vraiment se relier de nouveau, réveiller cette pulsion de vie. Et après, plus on l'entretient et plus elle va se redévelopper, etc. Donc oui, la création, c'est vraiment un peu la vie pour moi, oui. C'était une façon vraiment de m'extraire d'un quotidien qui était insupportable, où tout me semblait plombé, un peu obscur, etc. Quand on ne sait plus quoi faire en fait pour s'en sortir, eh bien effectivement le fait d'aller à l'atelier pendant 1 heure, là c'est souverain, oui. Ça sauve bien des gens, je pense, effectivement. Mm-hmm. Mais n'importe quelle activité peut avoir ce rôle aussi. Le fait de faire du jardinage, du sport, peut peut-être être un peu dans le même type de dynamisme, hein, effectivement. Mais disons que la créativité, ça vient de soi, ça va vers l'extérieur, et puis c'est vraiment... normalement, il y a vraiment quelque chose de l'intériorité qui sort, toujours. Quoi. Oui. On est toujours en lien avec soi-même quand on crée quelque chose, quel que soit l'objet. Même si on va faire peut-être juste du coloriage, effectivement, même là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé telle couleur. Est-ce que ça vient nourrir quelque chose profondément en soi? Voilà, donc rien n'est anodin. On peut toujours discuter des choses et trouver des liens. À un moment donné, j'avais fait un stage dans un EMS, et puis il y avait une petite dame qui passait sa journée en fait à faire des coloriages, justement, ce qu'on appelle maintenant. Il y avait cette vogue justement de ces livres art-thérapie entre guillemets, hein, et ce sont des coloriages justement. Toujours poser la question pourquoi est-ce qu'ils appellent ça de l'art-thérapie? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça, mais effectivement, le fait d'avoir cette activité pour elle, c'était vraiment quelque chose qui la mettait dans sa bulle, qui la recentrait sur elle-même et puis qui lui permettait d'avoir quelque chose à elle et qui lui était propre. Et puis voilà, ça l'enrichissait en fait vraiment de faire ça. Et je comprends tout à fait. Et c'était tellement beau de la voir faire ça. Et après d'être contente de nous montrer ses œuvres, effectivement, même un coloriage comme ceci, la personne d'à côté, même si elle a exactement les mêmes couleurs, fera pas du tout la même chose. Ce sera toujours différent. Et donc, dans ce cas-là, c'est toujours digne d'intérêt. Ça lui donnait un but et puis peut-être ça rythmait un peu ses journées? Oui, malheureusement, c'est vrai que dans les établissements médico-sociaux, oui, il faut vraiment trouver quelque chose à faire qui nous intéresse, etc. La plupart des gens, ils n'ont pas forcément la force de faire cette recherche, hein. Mais s'ils trouvent quelque chose, alors c'est formidable. Il faut vraiment les encourager dans ce sens. Ouais. On fait beaucoup d'art-thérapie maintenant, justement, dans les EMS. Et autant ça correspond à certaines personnes, autant d'autres restent... ma foi, c'est pas leur truc. Il faut pas insister non plus, hein. Mais c'est vraiment une bonne chose de développer ce type d'activité, en fait. Parce que les personnes ont parfois vraiment beaucoup de détresse, en fait. Et il faut pouvoir les aider, c'est vraiment primordial. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne
une jeune ou un jeune qui voudrait faire de l'art-thérapie, qu'est-ce qu'il y a à savoir avant de se lancer là-dedans? Est-ce que c'est pas fait pour tout le monde, mais... Alors, non, il faut y aller, il faut foncer et puis voir si... avant d'avoir fait, on ne peut pas savoir si ça nous correspond ou pas. Donc, il faut essayer. Et puis, je ne pense pas que tous les art-thérapeutes qui font la formation finissent par travailler vraiment là-dedans. Mais dans tous les cas, ça va leur apporter quelque chose. Ils vont mieux se comprendre, mieux se connaître ensuite, et puis ils seront plus en mesure justement de savoir qu'est-ce qui leur correspond. Et voilà. L'art-thérapie, c'est vraiment un super job qui nous met en contact avec nous-mêmes, qui nous permet de nous ouvrir aux autres aussi, et puis d'ouvrir toutes les écoutilles en fait vis-à-vis des autres. D'avoir des partages assez profonds et puis toujours intimes et même si c'est pas le cas, on partage quand même quelque chose qui est agréable, qui est chaleureux. Et il faut beaucoup d'empathie aussi pour faire de l'art-thérapie, toujours accueillir les gens grands ouverts et il faut qu'ils se sentent bien. Voilà. Donc de toute façon, même si c'est pas tout à fait notre voie, on va beaucoup s'enrichir au contact de cette formation et on va en retirer énormément. C'est beaucoup donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir. Alors. Oui, je pense que c'est comme ça un petit peu pour tous les thérapeutes, probablement, mais en tout cas, avec la thérapie, waouh, c'était des grands changements aussi pendant cette période-là, oui, de formation. On est vraiment remué, on travaille beaucoup sur nous et puis ça change beaucoup de choses de notre perception de nous-mêmes et de nous par rapport au monde. C'est très enrichissant. Avec un beau parcours comme ça, est-ce que tu as un petit peu des regrets? Alors, je te laisse le temps de réfléchir, parce que moi, j'ai eu des périodes, par exemple, j'ai fait une école de photo, et j'avais une période pendant quelques années où je me suis dit, là, j'avais un créneau à quelque part, j'avais une opportunité. Peut-être que j'ai pas assez insisté pour faire de la photographie mon métier, que peut-être que j'ai pas assez cru, que j'ai pas réussi à vendre mon travail, que j'ai pas assez insisté. Est-ce que tu as ce type de regret dans ta carrière, ou est-ce que tu es en paix avec ce que tu as, avec ton chemin finalement? Ça commence gentiment à venir, la paix effectivement vers moi-même. Mais oui, j'ai beaucoup de regrets. J'ai laissé passer énormément de possibilités. J'ai fait des formations qui ne m'ont pas servi à grand-chose finalement. Donc il y a vraiment... oui, ça c'est vraiment le travail d'une vie, d'être en paix avec soi-même. C'est vrai qu'on se pose souvent beaucoup de questions. On ne sait pas si on est légitime, etc. Moi, je me pose encore pas mal de questions, effectivement, mais je commence à... suite, effectivement, à cette formation d'art-thérapeute, je me comprends davantage. Je sais pourquoi j'ai eu des réactions telles que j'ai eues, en fait, dans ma vie, pourquoi j'ai renoncé à des possibilités qui étaient en or, parfois. Et voilà. Alors après des années où je me suis pas mal culpabilisée, effectivement, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'arrive pas à m'exprimer forcément en public, etc. C'est vraiment compliqué des fois de s'imposer ou de faire des choses. Eh bien, en fait, ce type de formation, en fait, nous aide beaucoup justement à comprendre, à revenir sur soi et à trouver sa voie finalement. Il faut aussi être gentil avec soi. Il ne faut pas tout le temps, se culpabiliser ou bien s'infliger en fait vraiment des choses qui correspondent pas à nos propres besoins. Donc voilà, être à l'écoute de soi, c'est pas toujours facile pour beaucoup de gens justement qui ont eu des enfances un peu traumatisantes, qui ont pris l'habitude de se mettre en retrait et puis de pas s'écouter. Ayant fait tout ce chemin maintenant, c'est vrai que
pour moi, ça me paraît logique maintenant, en fait, d'essayer de rendre ce que j'ai reçu, puis de l'apporter aux autres. On parle de voix professionnelle, mais au niveau de ta voix, au fil du temps, est-ce que tu te parles différemment, avec plus de gentillesse? On y revient, quoi, avec toi-même. Oui, j'espère que ça, qu'effectivement, au fil du temps, je m'adoucis un petit peu, et que je m'ouvre plus aux autres et à moi-même aussi, avec une meilleure compréhension des choses. Ouais. Clairement, vraiment, avec les années, ça s'améliore, oui, effectivement. Donc, ça, c'est un message que je peux donner aux gens. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, n'oubliez pas que vous avez des années devant vous pour vous ouvrir, pour continuer à découvrir les belles choses de la vie, les belles choses qui sont en vous, et puis tout ce que la vie peut vous ouvrir. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir qui valent la peine. Écoute, merci. Je vais juste conclure avec un petit cadeau qui n'est pas matériel. Alors, j'ai simplement acheté pour toi le nom de domaine magalicocher.ch pour que tu aies ton espace personnel, ton adresse à quelque part. Après, libre à toi je vais t'aider, bien sûr, pour avoir ton site internet. Et puis, tu pourras y mettre ce que tu veux. Si tu veux parler de ton travail, de l'art-thérapie, eh ben, c'est un petit peu ton adresse, ton point de départ. Oh, mais formidable. Donc, c'est pas grand-chose, c'est quelques francs et je te l'offre avec plaisir. C'est super, merci beaucoup. Excellent. Oui, ça, il faut que je fasse aussi. Ça fait partie des projets futurs, en effet, à développer. On en parle depuis un moment quand même. Il faudrait que ça se fasse maintenant. C'est juste, il faut que je m'y mette. Tip top, merci beaucoup en tout cas. Vraiment, ça me touche. Avec plaisir. Écoute, merci pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps, tout simplement. Je pense que... merci de m'avoir écouté surtout. Et puis d'avoir montré de l'intérêt pour ce que je fais. C'est super, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis justement, que tu sois venu aussi à l'atelier, découvrir tout ça, c'est formidable. J'aime. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Très bien, c'est noté. Merci à toi. C'est à nouveau moi, et je suis heureux d'avoir enfin pu partager avec toi cette première conversation. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le parcours de Magali, car malgré quelques détours, elle a tout de même réussi à trouver sa voie. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête que nom d'artiste que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec une nouvelle invitée. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.